Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. La crise sanitaire que nous traversons est une forme de parenthèse. Et lorsqu'elle se refermera, la parenthèse du quoi qu'il en coûte se refermera aussi. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Le quoi qu'il en coûte est et restera notre ligne tant que la crise sévira dans notre pays. Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier, hein? Jamel Abdelak à la réalisation des vraies voix qui font bouger la France. Vous entendiez les voix d'Emmanuel Macron, d'Olivier Dussopt, le ministre du Budget, et également une troisième voix que vous avez très bien entendue aussi, c'est Gabriel Attal, merci Jamel, le porte-parole du gouvernement français. Emmanuel Macron a-t-il renoncé au quoi qu'il en coûte? Nous protégerons les Français de cette contamination et de cette pandémie. Dussions-nous rembourser tous ceux qui ne peuvent pas travailler, indemniser tous ceux qui ne peuvent pas travailler aussi? C'est le débat que nous allons vivre avec Nicolas Corato. Bonsoir à vous Nicolas. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Guillaume. Fondateur du think tank Bonsoir, Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence. Depuis le 15e siècle, c'est publié chez Redium. Nous sommes également avec Guillaume Bigot. Bonsoir à vous Guillaume. Bonsoir Jean-Marie. Auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. C'est publié chez Plomb. Une semaine, 1 mois et demi de confinement, d'après des chiffres de Bercy qui semblent sous-estimés d'ailleurs. Si on avait refermé tous les commerces non essentiels, fermé les écoles, c'est-à-dire pousser la plupart des Français à ne plus se rendre sur leur bureau parce qu'il fallait bien garder les enfants, c'était au bas mot 24 milliards d'euros de plus à dépenser pour l'État sans compter toutes les conséquences. Est-ce qu'Emmanuel Macron, en poussant Jean Castex à nous dire il faut nous donner une chance de ne pas reconfiner, a signé la fin du quoi qu'il en coûte? Guillaume Bigot. Non, je ne pense pas que ce soit sa motivation principale. Je pense que une des motivations essentielles, c'est quand même l'ingouvernabilité et le fait que le confinement mal compris ou mal accepté par la population aurait pu ne pas être respecté. Et donc là, on sautait un peu dans le vide. Le gouvernement se faisait un peu harakiri en donnant un ordre qui n'allait pas être respecté. Et on a toujours cette illusion, me semble-t-il, que les gouvernants ont accès à des informations extraordinaires qui permettent d'éclairer leurs décisions. Généralement, ils n'en savent pas beaucoup plus que le commun des mortels. Et on a une seconde illusion, c'est qu'ils seraient guidés par de la haute stratégie et disons au moins la représentation vraie ou fausse qu'ils auraient de l'intérêt général. Mais souvent, c'est beaucoup plus prosaïque que ça. Et je pense que pour Emmanuel Macron, présider le Conseil des ministres, ça veut dire avoir d'un côté des gens comme Olivier Véran, comme Jean Castex, et probablement beaucoup d'autres ministres qui sont vent debout, terrorisés à l'idée qu'on ne confinerait pas en amont pour éviter le variant de prendre le dessus et donc de voir cette courbe extrêmement pentue qu'on a vue dans d'autres pays avec des morts, et de l'autre côté des personnalités fortes, des poids lourds du gouvernement, et pour commencer Monsieur Blanquer et Monsieur Le Maire, qui considèrent ils sont pas loin d'utiliser l'expression de Florian Philippot de Corona-folie, si vous voulez. Donc quand on est président de la République française, on doit d'abord composer avec tout exactement, le monde. Sans parler des médecins d'ailleurs qui sont pas toujours d'accord. Bien sûr. Le conseil scientifique avec Jean-François Delfrécy qui appelait justement, qui expliquait que la situation était épouvantable, que le virus était diabolique. Parfois le professeur Raoult qui lui dit au contraire, faut surtout pas déconfiner. Le gouvernement en tout cas n'a pas déconfiné, contrairement à l'Angleterre qui l'a fait depuis Noël. Pour quelle raison d'après vous, Nicolas Corato? Peut-être sur le quoi qu'il en coûte. Moi, je pense que cette décision n'est pas dans les mains du président de la République française. Si demain quelqu'un devait dire mettre une fin ou quoi qu'il en coûte, c'est certainement la BCE, c'est peut-être Angela Merkel, mais ce n'est pas Monsieur Macron qui a le pouvoir d'une certaine manière d'engager ou pas cette fuite budgétaire. C'est lui qui débloque l'argent quand même. Oui, mais il le fait parce qu'il a été cherché, ou les circonstances ont fait qu'au niveau européen, on a accepté que les États membres fassent
dériver leur déficit public pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne. Donc je crois qu'il n'a pas complètement le sujet du quoi qu'il en coûte. Tant que l'Union européenne est d'accord, le quoi qu'il en coûte sera d'actualité. Je pense que c'est pas lié à la situation actuelle. Deuxièmement, je suis assez d'accord avec le numéro d'équilibriste, qui est un numéro très très compliqué. Il faut pas que ce soit trop tôt, il faut pas que ce soit trop tard, un confinement. C'est-à-dire que si c'est trop tôt, vous tapez sur l'économie et vous générez des préjudices sociaux considérables. Pour rien. Si c'est trop tard, vous prenez la responsabilité politique, voire même plus, d'avoir une explosion sanitaire qui deviendrait incontrôlable. Voilà. Moi, il y a un élément qui me paraît intéressant, et dont on parle assez peu. Il faut imaginer que cette crise sanitaire ravive une concurrence aiguë entre les États. Y compris entre les États membres au sein de l'Union européenne. Alors c'est vrai que c'est une concurrence qu'on a vue sur les masques, une concurrence qu'on voit sur le vaccin, même si dans l'Union européenne on a peut-être réussi à trouver un modus operandi. Mais il y a une concurrence féroce, et il faut bien regarder aussi, je pense que Emmanuel Macron a dans ses critères la comparaison avec l'Allemagne, et que on a pris beaucoup de retard économique sur l'Allemagne en 2020 avec cette crise sanitaire qui nous a affecté beaucoup plus que les Allemands. En termes de perte de PIB, c'est un rapport de 1 à 2, c'est-à-dire moins 5 à moins 7%. Sans parler du nombre de morts. Moins 7 à moins 9% pour la France. On voit bien qu'on a du retard par rapport à ce principal moteur économique, et que tous les jours gagnés en 2021, où finalement la situation se détend un peu pour la France et au contraire se tend pour l'Allemagne, c'est aussi du retard comblé par rapport à ce partenaire économique et politique qui est l'Allemagne. Donc il y a aussi ce sujet-là, c'est-à-dire il faut. Mais alors vous avez raison d'ailleurs. Ce que ça coûte à l'État, mais quel est le gap qui est en train de se combler ou pas avec nos partenaires européens, parce que la pire des situations, ce serait peut-être d'aboutir dans quelques mois, on aura un débat là-dessus avec Guillaume, mais à une situation très très hétérogène en Europe. Et avec en tout cas, surtout les conséquences de cette crise. Et surtout la comparaison qui obsède tout le monde, c'est la comparaison entre la France et l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, si jamais vous voulez acheter, des prêts, des emprunts français, quand la France emprunte finalement, ou quand l'Allemagne emprunte, c'est pour pas cher. La France et l'Allemagne, ça ne leur coûte pas grand-chose d'emprunter, même au contraire. À personne, dans le monde entier. À personne. Si vous êtes l'Italie, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, ce dont la France a peur, justement, c'est qu'elle soit plus du tout au même niveau que l'Allemagne, parce qu'elle est 2 fois plus endettée. Elle sera peut-être 2 fois plus endettée, presque. Guillaume Bigot. Alors, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon camarade Nicolas, parce que l'Union européenne n'est pas du tout d'accord, en réalité, pour faire du quoi qu'il en coûte et pour renflouer les caisses. Et il fait allusion à la politique de la BCE qui avait déjà, avant la crise pandémique, pour des raisons de macroéconomie financière monétaire mondiale, puisque la BCE n'est rien d'autre qu'une espèce de variable d'ajustement de ce que fait la Fed. Ils suivent. Une grosse partie de l'escroquerie de l'euro est là. On nous avait expliqué que ça allait être une monnaie de réserve mondiale. En fait, c'est pas du tout une monnaie de réserve mondiale. Ça sert de pinching ball et d'amortisseur au dollar. Mais fermons la parenthèse. Donc, en fait, l'hélicoptère monnaie, c'est une politique, disons, de banque centrale à l'échelle globale. La Banque centrale européenne ne fait que suivre. Ça a été accentué, bien sûr. Ce qui est changé, c'est qu'on est en situation de crise. Donc, ils ont desserré les contraintes des critères d'endettement. Ça c'est sûr, mais pour le reste, l'Union européenne, l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays fortement créditeurs avec des excédents, n'ont pas du tout dit « Ok, on mutualise les pertes et on utilise du budget et on fait du quoi qu'il en coûte ». Ils ont dit simplement « On est d'accord uniquement pour faire de l'emprunt ». Bon, ce qui est une espèce de gigantesque escroquerie, parce qu'en réalité, les taux étant très bas, tout le monde peut emprunter très bas. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, ça peut. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Attendez, Parlons de cette dette. Politique. Non, mais ça, c'est un problème mondial. En fait, ça, c'est un problème mondial de la tout quantité de monnaie. Tout le monde est endetté, donc ça compte pas ? C'est pas que tout le monde est endetté, c'est qu'il y a une quantité. Si vous voulez, les lois de la macroéconomie telles qu'on les a appris dans nos manuels scolaires sont suspendues. C'est-à-dire qu'en fait, on avait l'habitude de penser que quand on faisait de la relance, ça déclenchait de l'inflation. Quand on créait de la masse monétaire, ça déclenchait de l'inflation. Et là, c'est complètement absorbé par les marchés. En fait, c'est une espèce de relance. Là aussi, contrairement à ce qu'on nous a appris dans nos manuels de macroéconomie, la relance, ça sert au pouvoir d'achat des
consommateurs. C'est le but, en tout cas, en Et théorie. de relancer la croissance économique. Là, c'est stérilisé d'une certaine façon parce que ça va faire grimper les actifs. En fait, c'est une relance pour les riches. On pourrait dire ça. C'est une relance pour soutenir les marchés financiers. Donc ça ne marche pour soutenir pas, les marchés en tout cas. actions. Ça n'a pas d'effet d'entraînement sur la croissance. Et enfin, un argument économique, il est très important à comprendre quand vous faites une relance, parce que là, on nous explique que c'est de la relance. Oui. Mais lorsqu'on fait de la relance, on achète un appartement quand on est un ménage, quand on est une entreprise, on achète on investit dans les technologies. Pour un État aussi, on peut se projeter dans l'avenir. Bon, mais c'est pas du tout ce qui se passe. L'argent qui est utilisé là, il est utilisé pour colmater des brèches. C'est ça. Donc pour quand on va remplir la trésorerie. Exactement. Quand on va déconfiner, on avait déjà un endettement avant, on aura déjà un endettement là, mais on sera pas plus avancé, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on n'aura pas acheté des technologies, on n'aura pas investi dans la recherche scientifique, etc. On aura pas juste fait en sorte de continuer à respirer. Les milliards de l'État balancés par l'État par la fenêtre font en sorte juste que les entreprises ne ferment pas. Sauf que comme ce n'est pas justement du quoi qu'il en coûte, il y a un jeu de miroir. C'est-à-dire que ce qu'on a colmaté comme brèche, il va falloir le rembourser comme dette. Vous comprenez ? Nicolas. C'est ce que dit d'ailleurs Emmanuel Macron, Jean-Marie, quand il dit que le quoi qu'il en coûte, c'est un respirateur artificiel. D'ailleurs, l'analogie n'est peut-être pas très adéquate quand on pense ni heureuse, mais que c'est un respirateur artificiel pour l'économie. Donc effectivement, cette dette ne sert pas à investir. Cette dette, elle sert à continuer à fonctionner, à vivre. C'est toujours mieux que rien. C'est important à amortir socialement le coût de la crise. Donc il y a une utilité sociale forte, mais il va falloir à ce moment-là considérer peut-être autrement cette dette qui n'est assise sur aucun investissement pour l'avenir. Effectivement. Ça, effectivement, c'est un sujet qu'il va falloir traiter, y compris en commun au sein de l'Union européenne. Revenons alors à Emmanuel Macron, parce qu'on l'avait volontiers caricaturé, en tout cas ses opposants, comme le président des riches, avec un agenda ultra-libéral. Si on revient au premier confinement que justement le gouvernement n'a pas voulu renouveler, en tout cas pour ce mois-ci, près des 2/3 de la population active française était de près ou de loin payée par l'État, au chômage partiel ou alors directement fonctionnaire. Est-ce qu'on aurait imaginé que ce gouvernement de la République En Marche pourrait presque arriver avec les 2/3 de sa population active payée par l'État comme si on était un État socialiste? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête à cette époque, Guillaume Bigot? Oui, mais encore une fois, c'est une illusion d'optique, parce que c'est pas de l'argent qu'on a pris dans les poches de Monsieur Pinault. Enfin, c'est pas Monsieur Pinault personnellement contre qui j'en ai pas du tout d'ailleurs contre Monsieur Pinault, mais c'est pas de l'argent qu'on a pris. On n'a pas pris l'actif des gens qui avaient profité de la mondialisation pour le remettre dans les poches des salariés français, ou même des 2/3 des salariés français. Pas du tout. On a pris l'argent des salariés français pour le redonner aux salariés impôts, français. Effectivement. Voilà. Oui. Donc, parce que la plupart des autres qui ont plutôt, on l'a vu d'ailleurs, la fortune d'un Pinault a plutôt explosé pendant cette dernière année. Oui, effectivement, François Pinault ou alors Bernard Arnault, vous avez raison. À quoi tout cela aura servi ? Donc, quoi qu'il en coûte, il n'est pas perdu pour tout le monde. Non. Oui, Jean-Marie, ce qu'il faut noter, moi je surenchéris avec ce qu'a dit Guillaume, cet argent, ce quoi qu'il en coûte, il a permis deux choses. Il a permis de sauvegarder l'outil de production, et ça bénéficie quand même à ceux qui l'exploitent, et puis à continuer à consommer, puisque effectivement, sinon l'économie allait s'effondrer. Je parle même pas des considérations sociales, Nicolas, mais la consommation, si on a une lecture un peu marxiste, de ce quoi qu'il en coûte, on voit bien à qui il a profité. Qu'est-ce qui va en sortir ? Les dettes, parlons-en. La dette française, 120% du PIB qui va continuer à augmenter parce qu'on est quand même loin d'être sorti de la crise et que les recettes ne vont pas exploser. Est-ce qu'on les paiera, ces dettes, Guillaume ? On ne peut pas matériellement, même mathématiquement, les payer, parce que plus on va essayer de les rembourser, plus on va s'endetter. On est dans un mécanisme de surendettement. Donc en fait, c'est pas raisonnable de penser les rembourser. Mais ce qui est assez effrayant en réalité dans ce mécanisme, c'est qu'on est liés par la monnaie avec des pays qui, eux, peuvent la rembourser et entendent bien la rembourser. Et qui en ont moins que nous aussi. Et donc c'est là où il y a un piège finalement, où c'est un piège. L'autre piège, et je pense que c'est très important de dénoncer la supercherie de cette relance via l'Europe, par exemple. Pourquoi ? Parce que regardez, on a peut-être récupéré un peu plus de 40 milliards
entre guillemets relance européenne. Je mets des guillemets parce que je répète, c'est pas pour investir, mais surtout c'est pas de l'argent qui a été, c'est pas de l'argent budgété, c'est de l'emprunt. Donc cet emprunt, nous on en a bénéficié pour 40 milliards, mais on va cautionner un emprunt à hauteur de quasiment 80 milliards, soit le double. Vous faisiez allusion tout à l'heure à l'Italie, il y a des pays qui sont plus mal partis que nous, encore plus mal, l'Espagne, la Grèce, etc. Si ces pays un jour ne peuvent pas rembourser, c'est nous qui allons rembourser pour eux. Donc on n'a pas eu 1 euro de plus. En revanche, on va avoir peut-être 2 euros à rembourser. Merci Monsieur Macron. C'était assez utile d'avoir un inspecteur général des finances pour faire un calcul aussi débile. Nicolas Corato. Oui, je vais faire plaisir à Guillaume. C'est ironique, hein, mais je pense que cette dette, elle va reposer la question de l'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne et donc de ce qu'est la citoyenneté européenne. Et pardon de te le dire, Guillaume, mais effectivement, le sujet du remboursement va être posé aux contribuables européens. Quel est le rapport entre les deux? Juste pour aidez-moi à faire votre cheminement, justement. Pourquoi faudrait-il les mêmes impôts en Allemagne qu'en France? J'ai parlé d'harmonisation, j'ai pas dit les mêmes impôts, mais la question va se poser de la charge par habitant du remboursement de cette dette. Et effectivement, soit on est dans une lecture telle que la Guillaume, mais qui est une lecture des États membres, c'est-à-dire que chaque État membre reste avec sa situation économique et donc applique un traitement fiscal différencié à ses citoyens. Soit on a une harmonisation fiscale au niveau de l'Union européenne. Ce ne sont plus les États membres qui contribuent au remboursement de la dette européenne, ce sont les citoyens directement, mais en tant que citoyens européens. Je pense que la question de l'impôt européen, l'impôt sur le revenu au niveau européen, est une question qui se pose aujourd'hui, qui se posera demain pour le remboursement de la dette. En tout cas, ce sera un débat. Encore une fois, cette crise aura soit disloqué l'Europe, soit recomposé l'Europe. Et il y a des mouvements, il y a des débats très forts sur ce sujet. Soit il n'y aura plus d'Europe à la fin de cette crise, soit il y en aura encore plus, c'est ça? Soit il y en aura encore plus, oui, moi je le sens, et je le crois. J'ai pas dit que je le souhaitais, mais le débat est là en tout cas. Guillaume Bigot? C'est du wishful thinking, c'est-à-dire qu'en fait, en français, comment on pourrait traduire si le mot anglo-saxon m'est venu, peut-être parce qu'il est tard, mais peut-être aussi parce que je ne sais pas s'il y a un équivalent strict dans notre vocabulaire. Prophétie autoréalisatrice. Oui, prophétie autoréalisatrice. Merci Jean-Marie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que parce qu'on aurait tellement besoin que l'Europe se fasse, elle va se faire parce qu'on en aura trop besoin finalement. Sinon, ce sera la catastrophe autrement. Et donc, comme ça sera la catastrophe, on n'a pas envie de la catastrophe, donc ça ne sera pas la catastrophe. Voilà. C'est un peu le raisonnement que nous a tenu notre ami Corato. En réalité, j'essaye de te sortir de l'impasse de ce remboursement de la dette, donc qu'il est inéluctable et en même temps impossible. Non, mais moi je suis pas dans ce que je voudrais qu'il se passe, je suis dans le réel. Et donc dans le réel, que se passe-t-il? Quand on a un peuple et quand il y a un typhon à la Réunion, les gens en Île-de-France acceptent de payer des impôts et de colmater la brèche là-bas à la Réunion. Mais là, en l'occurrence, les Allemands considèrent que l'argent qu'ils ont gagné ces dernières années, c'est un peu comme des grands crus classés. Ils ont ça dans leur cave. Et ils n'ont aucune intention fiscale pour faire payer les Allemands. Ils n'ont aucune intention de filer les clés à des poivreaux que sont les Français, les Italiens, les Grecs. Voilà. Et tu peux toujours avoir envie que ça se passe. C'est ce que vous dites. Mais bien sûr, l'Allemagne n'a jamais payé, on le sait bien, dans l'histoire de France, malheureusement, du XXe siècle. Mais enfin, grosso modo, ça serait bien... Enfin, c'est pas que moi je trouve que ça aurait d'autres problèmes, mais Corato a envie que ça se passe comme ça, mais ça ne se passera pas comme ça parce que les contribuables allemands, les contribuables néerlandais, etc., n'en voudront pas. C'est aussi simple que ça. Nicolas? Non, je dis simplement que on est un peu dans de la prospective. Bien sûr. Et parfois, moi dans la prospective, peut-être Guillaume Bigot dans l'Uchronie, mais par rapport à ça, mais il y a ce sujet du remboursement de la dette. Ne pourra pas être traité au niveau des États membres, en tout cas pour on est trop petit ou alors trop seul pour le faire. Mais ça, Jean-Marie et Nicolas, c'est un point clé. Mais Nicolas a raison, pardon de tout couper, Nicolas, mais c'est le point clé. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on mutualise cette dette ou si chacun en prend sa part, ça va pas avoir le même effet du tout à l'arrivée. Et c'est parce qu'il n'y a pas de peuple européen que chacun prendra sa part. Parce qu'il faut savoir que dans les situations les plus graves, qui paye les remboursements de la dette, ce sont les épargnants. Il faut avoir ça à l'esprit. La dette ne pèsera pas sur les épaules des plus pauvres de ce pays. En tout cas, ils subiront peut-être les contre-coups d'une politique d'austérité. Elle ne portera pas sur les épaules des plus riches. Elle portera sur les épaules des épargnants et des classes moyennes qui verront notamment leur épargne être déclassée ou leur patrimoine immobilier partir à vil prix. C'est ça la gestion pays par pays d'une dette qui est trop volumineuse et trop lourde pour ces pays.
C'est ce qui est arrivé effectivement à l'Argentine. On revient toujours à cet exemple. Mais le point clé, c'est que là, pour l'instant, dans le dispositif européen tel qu'il est, il n'y a pas de monétisation possible de la dette. Pourtant, je répète, mathématiquement et même réellement, dans la vraie vie, en fait, il ne pourrait y avoir que cette issue. Mais on est d'accord. Et elle est interdite par les traités. Tu es un Européen convaincu. Non, je lis les traités et je vois que les traités condamnent l'Europe à la mort. Dernière question peut-être, en tout cas, qui appelle une réponse assez rapide. La France s'en sortira-t-elle mieux que d'autres pays comparables économiquement ou beaucoup moins bien ? Question ardue. Si les dirigeants sortent de leur carcan mental et arrêtent de vouloir rembourser la dette, elle pourrait s'en sortir mieux. Autrement dit, on pourrait avoir les effets vertueux de ces espèces d'avances sur recettes qui étaient... voilà. Si on considère que ces avances sont définitivement perdues, et Corato a raison, ça sera bouclé par le fait que les épargnants vont payer pour les salariés, alors oui, s'ils veulent absolument faire plaisir aux épargnants et rembourser sur le dos des salariés, ça va être une cata. Ça va être une catastrophe. Nicolas Corato ? Oui, moi je suis assez optimiste. C'est parce que je suis wishful, comme dit mon ami Guillaume. Vous faites de la pensée autoréalisatrice, allez-y. Ouais, je fais de la pensée mais ça fait du bien en ce moment, la pensée autoréalisatrice, je vous assure. Non, et parce que je sens aussi que on a remis sur table et sur la table en France un certain nombre de concepts qui dépassent d'ailleurs les dirigeants actuels, mais qui seront certainement dans le panier de la prochaine présidentielle, en tout cas en termes d'investissement, de planification. Un petit mot là-dessus en termes de planification, je me demande où est passé Monsieur Bayrou, parce que c'est pas peu de dire qu'on a besoin de planification en ce moment, mais on attend toujours son rapport. Effectivement, et vous des avez propositions. tout à fait... Mais si M. Bayrou veut bien nous présenter un plan, je pense qu'on peut s'en sortir. On peut relancer cet appel d'ailleurs et relancer sur Sud Radio cet avis de recherche pour le maire de Pau, François Bayrou. Si quelqu'un a des nouvelles, si quelqu'un a des informations. Au commissaire au plan de relance, on attend toujours effectivement le haut commissariat et le fameux plan de relance. Le petit François est attendu au commissariat au plan. Tout à fait. Merci à vous d'être intervenu dans les voies de la politique. Merci. Guillaume Bigot, politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française, c'est chez Plon. Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République et auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès. C'est publié chez Heredium. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Dans un instant, parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est sur Sud Radio et sur Bismarck.